pace. Pace, quel est ce mot qu'on entend souvent aujourd'hui? Déjà, je vais commencer par la définition de ce mot. Pace, c'est l'estimation du nombre de possessions d'une équipe sur 48 minutes. C'est ça. Et en 2005 lors de la saison 2005-2006, l'équipe avec la plus haute pace, c'est-à-dire l'équipe avec le jeu le plus rapide, avait une pace de 95,8. Aujourd'hui, saison 2018-2019, l'équipe avec la plus haute pace était à 103,9, soit 8 de pace de plus, et l'équipe avec la pace la plus basse était à 96,6. Ça veut dire que l'équipe la plus lente aujourd'hui jouait plus rapidement que l'équipe la plus rapide en 2005 et 2006. Intervalle de combien d'années? Intervalle de 15 ans, de 14 ans même. 15 ans. Et vous en pensez quoi? C'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans d'autres sports aussi, qu'on retrouve dans tous les sports. C'est ce nouveau phénomène de jeu de transition qui fait que maintenant on presse beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite pour récupérer la balle rapidement et se projeter très vite vers l'avant. Et c'est ce qu'on a vu maintenant avec Golden State, on parlait souvent de cette adresse à 3 points qui était impressionnante, mais ce pressing, cette manière de défendre, de récupérer le ballon rapidement pour se projeter et après de mettre des 3 points sortis de nulle part, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu dans d'autres sports aussi, même au foot, on peut le dire, avec ce jeu de transition. Et c'est une caractéristique qu'il y a maintenant avec des joueurs plus athlétiques, plus rapides, plus physiques, plus costauds, mais aussi... en plus de coffres pour faire les allers-retours. Pour faire les allers-retours, tout à fait. Mais avant même de parler de cette génération actuelle, il y a aussi des équipes qui, culturellement parlant, avaient déjà ce type de jeu. Un coach au-delà même de Golden State, il y avait, on sait bien entendu les Suns, les Suns 2005, il faut quand même le dire, avec des mastodontes en termes d'activité sur le terrain, Stoudemire et Sean Marion, vraiment deux phénomènes physiques. Et j'aimerais aussi parler d'un coach, Don Nelson quand même, Don Nelson qui correspond bien à cette culture de jeu. Ça a commencé déjà aux Warriors en effet lors des années 90 avec Richmond, Latrell Sprewell, Chris Webber qui est un très bon passeur. On faisait en sorte justement d'aller vite pour surprendre l'adversaire et l'éviter parce qu'il puisse se replacer. Et quelque part, il y avait aussi après le Run TMC après. C'est leur nom justement, Run TMC. Alors au-delà de ça, il faut quand même dire que ça correspond quand même à la hype rattachée à la conférence Ouest quand même. C'est-à-dire quand les mecs ils vont au stade, quand la masse populaire de cette partie des États-Unis vont au stade, on va pour avoir un show, on va pour avoir un spectacle. Donc ça correspond aussi à l'idéologie des personnes vivant dans cet endroit-là. Le divertissement à l'Ouest n'est pas le même que celui à l'Est. Ou à l'Est, le divertissement c'est la bagarre. Et quand je dis la bagarre dans le bon sens du terme, on aime les rivalités. Oui, on aime les rivalités et on aime quand dans le terrain ça se traduit par un jeu très dur. Et à l'Ouest, c'est le showtime. À l'Ouest, on veut voir des paniers. On veut juste voir des paniers. À l'Ouest, on veut kiffer. C'est Las Vegas, c'est Los Angeles. On veut San Francisco. On veut des étoiles dans les yeux. Nous, on veut vibrer. Alors qu'à l'Est, c'est plus froid. C'est la neige. C'est New York. C'est Boston. Faut travailler dur. C'est pas la même ambiance. Alors moi, pour vous, il y a Miami qui casse un peu le truc. Ouais, c'est vrai. Mais même Miami rentre quand même dans cette tradition via Pat Riley. Alors pour vous dire, pour moi, le point de rupture par rapport à cette domination concrètement du jeu rapide, il faut quand même dire la bagarre qui a eu lieu en 2004-2005. Concrètement, c'était le jeu intérieur qui est maintenant en NBA en ce temps-là. On mettait deux grands à l'intérieur. Qui y a eu Pistons, Pacers, inconsciemment. On a commencé un petit peu à laisser le jeu dur et les fautes dures sur le terrain pour adoucir l'image de la NBA. Et on a commencé un peu à favoriser le jeu rapide, le jeu offensif. Et ça s'est vraiment démontré sur l'après 2010. Et moi, ça a concordé aussi avec la fin de carrière du Shaq, qui a été le dernier gros big man, et qu'après on a eu des intérieurs beaucoup plus athlétiques, fuyants, vertical, et qui avait maintenant on demande aux intérieurs d'avoir des shoots à 3 points, de savoir shooter ou autre, alors que le Shaq il t'en foutait pas une à 3 points. Et aussi des pivots, c'était pas son problème, il est pas le même basket. Et aussi des pivots qui aiment bien poser des blocs pour faire le pick and roll. Bien sûr. On a vraiment changé complètement de profil, de style de joueur. On commence à avoir un retour là des big men avec certains comme Embiid, Karl Anthony Towns. C'est ce genre, même notre ami de Denver, Jokic, qui est aussi un gros big man. Oui. Donc ça commence à revenir, mais ces joueurs-là sont capables de shooter.
C'est vrai. Oui. On leur C'est demande vrai. quand même On de les voit courir souvent. Exact. Mais et de shooter. Towns a fait plusieurs matchs cette saison, je crois 4 ou 5 matchs à plus de 10 shoots à 3 points. Il y a même, je crois, un match où il prend 33% de son équipe qui a shooté plus de 40 fois à 3 points. Il prend 33% des shoots de son équipe. C'est quand même évident. Mais là, on est dans du jeu rapide et aussi dans du jeu optimal où les statistiques avancées ont pris plus de place dans la NBA par l'intermédiaire de Sam Hinkie ou de Daryl Morey, surtout Daryl Morey avec le Morey Ball. Et en fait, l'objectif c'est de shooter là où c'est le plus rémunérateur, c'est-à-dire la ligne à 3 points, derrière la ligne à 3 points, là où c'est le plus efficient, ou sinon dans la peinture, sous le panier. J'ai des stats par rapport à ça. Alors, quand un tir est pris dans la raquette, en général, on est à 64,4% de réussite, c'est-à-dire si on convertit ça en nombre de points, ça vaut 1,29 points dans la raquette. C'est beaucoup. Voilà. Un tir pris à mi-distance, c'est 38,7% de réussite. Et si on convertit ça en points, c'est 0,77 points. Et un tir pris à 3 points, c'est 35,7%, soit moins précis que le shoot à mi-distance. Par contre, si on traduit ça en points, ça rémunère 1,07 points. Donc c'est aussi quelque chose qui participe au jeu rapide. Shooter à 3 points ou dans la peinture, et aussi shooter très rapide, parce que aussi statistiquement, plus tu shootes vite, plus t'as de chances de scorer. Et de bénéficier d'une défense qui n'est pas replacée. Raison pour laquelle il faut quand même parler de Mike D'Antoni, qui a plusieurs fois mené cette stratégie à outrance, même en série de playoff où le jeu commence à ralentir. Il s'est cassé les dents face aux Spurs en 2005, la victoire 4-1 des Spurs, ça s'est vu, même si physiquement il commençait à plonger, on le sait. Ouais. Et concrètement, moi je sens une différence. Pourquoi ? Parce que quand on est en situation offensive aujourd'hui, la plupart des joueurs extérieurs se réfugient même à 3 points, jusqu'à ce que même le poste 4 point forward, qui avant allait plus dans la peinture, parce qu'on a quand même les souvenirs de certains point forward, je dirais pas les noms, mais vous savez peut-être de qui on parle, qui allait quand même côté peinture ou à mi-distance. Là, c'est immédiatement à 3 points. Oui. Immédiatement à 3 points. Du spacing. Or qu'à l'époque, du spacing game, tout à fait. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà la mise en place de la stratégie. On est plus porté aujourd'hui sur un jeu rapide, comme vous l'avez bien dit, mais beaucoup moins en termes de stratégie. Donc, il y a même des coachs aujourd'hui qui se retrouvent par rapport à l'NBA actuelle. Oui, mais de toute façon, comme tu disais, Mike D'Antoni, il est même devenu caricatural dans ce style de jeu-là. Maintenant, on regarde Houston. Je regardais beaucoup l'année dernière. J'avais la chance d'être sur le même créneau horaire. T'arrives à regarder Houston j'étais sur le même créneau horaire. J'étais sur le créneau horaire, c'était sur le continent américain. Et Houston passe beaucoup à la télé. Parce que James Harden, c'était parfois une équipe avec comme intérieur, comme pivot, PJ Tucker. C'est inadmissible. Quand même, c'est Kim Capella qui joue le plus souvent. Bien sûr. Kim Capella qui est parfait pour du jeu rapide. Capella était blessé l'année dernière, et à un moment, PJ Tucker jouait pivot, qui est petit quand même. On va en small ball. Homonyme. On va en small ball. C'est ça. Et il y avait. Houston a déjà eu un pivot très petit, Chuck Hayes. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Mais ça shootait à outrance. En fait, ça récupère le ballon en 3 passes, ça shoot à 1 mètre. Plus d'un mètre, 1,5 mètre derrière la ligne à 3 points. Statistiquement, c'est plus rentable de shooter rapidement. Malheureusement, quand ça ne rentre pas, c'est catastrophique. C'est très bien que tu mentionnes un nom comme Chuck Hayes qui faisait 1,98, donc moins de 2 mètres au poste de pivot. Je crois que PJ Tucker fait cette taille-là. Oui, je crois exactement. Je crois que PJ Tucker fait cette taille-là. Même si après Chuck Hayes a plus la capacité de tenir des joueurs très très lourds, plus que PJ Tucker, qui est un poste 3. Il est un poste 3, proprement dit. Alors, il faut quand même parler d'une équipe qui a en effet changé l'image de la NBA aussi, qui a profité de ça, notamment l'après-finale 2010 Celtics-Lakers, c'est le Heat de Miami. Déjà, au niveau des transferts, au niveau du transfert avec le The Decision, dont on se souvient tous, où LeBron James fait son annonce comme quoi je quitte les Cavs et tout ce qui a mené pour aller au Heat de Miami. Alors, on a un style de jeu où le Heat a eu du mal à se trouver. Le Heat a eu du mal à se trouver avec le leadership inconscient, la dispute Wade-James. Ça commence très mal, je crois, avec un bilan à 8 victoires, 9 défaites. Déjà. Et après, il y a la mise en place de la stratégie jeu rapide contre-attaque. Et concrètement, qui peut arrêter LeBron James en contre-attaque ? Je l'aime pas, ce joueur. Il m'a plusieurs fois fait mal. Il m'a plusieurs fois blessé. Mais en contre-attaque, c'est fini. Non, c'est fini. Puis comment une équipe avec comme joueur majeur Flash peut aller lentement. Et je pense que je pense que Miami était le bon endroit pour pratiquer ce style de jeu, parce que ce style de jeu demande beaucoup de caisses physiquement. Il faut être prêt physiquement, et quand t'as pas trailé, tu ne peux que être prêt physiquement pour faire ce type de jeu, c'est-à-dire une grosse défense très physique, très active.
et pour provoquer des pertes de balles et du coup des Ah oui, contre-attaques. perte de balles, oui, parce qu'ils avaient même un poste 4 par moment en playoff. Moi, je les ai vus parce qu'ils ont affronté les Pacers deux fois en finale de conf 2013-2014 où ils mettaient Shane Battier sur le terrain. Et au niveau de la défense, c'est-à-dire ils vont partout. C'est-à-dire on met le ballon dans la peinture pour Hibbert, on va lui faire une prise à 2, prise à 3. Bon, c'est vrai qu'Hibbert c'est pas un très très bon passeur, mais ça le gêne pour, on va dire, la fluidité offensive des Pacers et ça tourne souvent en ballon perdu, ça tourne souvent et les Pacers ont eu du mal, bien qu'ils soient dominants en taille. Ils avaient des sacrés shooters, hein. Mike Miller, ensuite il y a Miller. Ray Allen qui a rejoint. Tout à fait. Wade Mario et Chalmers LeBron, qui a fait aussi. Mario Chalmers. LeBron et Wade étaient des bons shooters. Chris Bosh savait shooter. Tout le monde savait shooter dans cette équipe. Même Mike Sean Miller, Battier mettait des Mike shooters. Miller, Mike Miller, Mike Ray Miller, Allen. Ray Allen, c'était incroyable. Ray Allen, on Puis se comme souvient on tous. parlait tout à l'heure de la côte ouest qui attendait un style différent comparé à la côte est, Miami c'était l'endroit idéal pour voir ce style de basket là, hein. D'ailleurs c'était la hype Miami, même les gens voulaient partir en vacances à Miami à cette période là. Miami c'était Miami, c'était les Caraïbes, c'est ça, le c'est ça. bling, et là t'avais LeBron, le King. Ça marque la différence avec toute la conférence La Est conférence en elle-même, Est. hein, là-dessus c'est vrai qu'il marque une diff. Alors Et Pat Riley qui rappelait en plus ce côté Showtime. Showtime, exactement, côté Showtime, on se souvient tous qu'en 80 ou dans les années 80 avec les Lakers sous la dominance de Magic Johnson qui est pour certains le meilleur meneur de l'NBA de l'histoire et en effet c'est tout à fait Et logique LeBron de et le son dire. fils. Oui, on peut dire LeBron et On son parle fils. souvent LeBron Jordan, mais au final LeBron c'est Magic, hein. C'est Alors, 2m6, c'est meneur qui joue ailier, c'est exactement ça. Bah, tiens, tu parles des prototypes des joueurs par rapport au style de jeu rapide. T'as des joueurs qui ont disparu. Ouais. T'as des profils de joueurs qui ont disparu par rapport au type de jeu rapide. Moi, je pense à David Lee, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé en termes de jeu, rebond, marqué à mi-distance dans la peinture. C'est un joueur très intéressant et ça lui a fait très très mal. Alors, il est parti aux Warriors en 2010. Hein, il avait signé un très bon contrat aux Warriors. Steph Curry était déjà présent. Après, il y a eu la draft de Klay Thompson en 2011. Il a eu le titre en 2015, mais en sortant du banc quand même. Hein. Il y a moi, des joueurs qui étaient surprenants, Oui. par exemple Bogut. Moi, Andrew qui m'a Bogut. surpris. Alors que j'aurais jamais cru qu'Andrew Bogut s'adapterait à ce style de jeu-là. Oui. Tout à fait. Et au final, il a réussi à trouver sa place et à Mais pourquoi Il a pas accepter été, d'avoir ce très majeur, mais oui. Bah, il a quand même réussi à d'avoir ce rôle. Ouais, il a été accepté, important, il a accepté d'avoir ce Oui. rôle quand même. En effet, il avait un rôle majeur, surtout Un au rôle niveau de la majeur. défense. Surtout au niveau de la défense. Oui, Il faut ça. pas oublier que Bogut était quand même très bon défenseur. Oui, Hein, mais pour aux Bucks. être excellent dans le jeu rapide, il faut être capable de bien défendre parce qu'il ne peut pas avoir de bons jeux rapides sans une bonne défense. Et aussi, je pense à un joueur qui a disparu avec le jeu rapide, qui a joué à Milwaukee et avant à Detroit Pistons, c'est Greg Monroe, qui est vraiment un joueur fait pour du jeu lent et pas pour du jeu rapide. Tout à fait. Et il a tombé à la vraiment mauvaise souffert époque. de ce jeu rapide. On l'a, en fait, au bout d'un moment, on le gardait avec un gros contrat, mais on avait du mal à le faire jouer sur le terrain parce qu'on voulait du jeu rapide. Plus récent même, j'ai envie de dire Jalil Okafor, qui est un crack offensivement, qui est un Exactement. monstre, qui a été drafté dans le top 3, qui a 10 ans avant, c'est... Mais il se relance, hein, Samuel. Hein. C'est compliqué. Il se relance. Moi, je regarde il sort du banc au je regarde un peu Oui, mais il sort du banc. Je regarde un En peu les défense, il est Pelicans parce nul. qu'il y a des jeunes, j'ai envie de voir autre, mais défensivement et athlétiquement, en fait, il a pas de jeu. En défense, il est nul. Il a des super moves à l'intérieur, Oui. mais Parce quand tu regardes sa fiche de match, quand on regarde son Ah oui, box score, mais il il y a arrivera. quand même. Je il a sais quand pas même s'il du- arrivera. Manière, il a du talent. Oui, Manière, il a du talent, ça va pas de souci. 10 ans avant, pour moi, ça aurait été un big man, mais incroyable. Hein. Oui, parce que le jeu- il a des moves à l'intérieur, mais Tout à fait. impressionnants. Il y a aussi les meneurs qui sont plus dans la passe, plus gestionnaires, qui disparaissent un peu. Je pense il n'a pas été très dominant, mais voire pas du tout. Michael Carter-Williams, qui n'est pas fait pour le jeu rapide parce qu'il ne sait pas shooter à 3 points et il n'est pas si bon que ça en transition. Il a besoin de C'est jeu dommage. lent, Hein. de Pourtant, poser. il est grande taille. Il a une taille adaptée pour. Hein. Oui, mais il a besoin de lui. Il a besoin de jouer avec un jeu lent, de poser son jeu. Il n'est pas fait pour le jeu rapide. Donc oui, il y a des postes qui ont disparu. Il y a aussi des styles de joueurs qui ont émergé. Je pense au style free and D, Yeah, où là, tu as des joueurs qui n'étaient pas si bons que ça, qui ont décroché des gros contrats. tout à Je fait. pense à Tony Snell qui a décroché un contrat à plus de 40 millions sur 4 ans. Avec C'est qui avec les Bucks, mais c'est à cause de qui? C'est à cause de John Kidd. C'est John Kidd qui Jason le fait. Jason Kidd qui fait ça. Après John Terry, il fallait bien que je fasse l'erreur. C'est vrai. Donc il y a aussi Desmarais Carroll avec les Fluendy qui a décroché un gros contrat. Il y a Des Marc Carroll. Ouais, Desmarais Carroll. Et donc voilà, il y a plein, ça a fait émerger plein de postes comme ça. Il y a aussi le pivot style
Capella, Bismack Biyombo qui prend un gros contrat parce qu'il est adapté pour ce jeu-là. Mais bon, après, je pense qu'au niveau du contrat, il y a quand même une boulette. On demande aux intérieurs de bien défendre, surtout maintenant. Voilà. Ouais, au niveau des 5. Et comme tu disais, et très vertical, qui font les allers-retours facilement. Michael Carter-Williams, qui n'est pas fait pour ce jeu-là, mais aussi quand on regarde les meneurs qui en face, les styles de joueurs. Moi, l'un des meneurs qui représente vraiment ça, c'est Derrick Rose, qui malheureusement son corps n'a pas suivi. Ouais, mais ça, c'est un cas particulier quand même, Samuel. Qui était un joueur sur la rapidité, sur le premier pas, sur le démarrage. Il aurait pu vraiment émerger, non? Tu penses pas? Moi, mais justement, pour moi, c'était vraiment le prototype parfait. Parfait. C'était le joueur par excellence qui était fait pour ça, mais au final, qui a tellement forcé sur ça que le corps n'a pas, les genoux ont lâché. Ou Thibodeau a forcé sur son. Quand il est revenu de revoir son jeu, il a continué de forcer sur le genou. Ah oui, je suis d'accord pour ça. C'est un problème aussi. C'est vrai. Deuxième joueur, John Wall. Qui n'a pas de shoot. Prototype pour ça, qui n'a aucun shoot, mais qui n'a pas de shoot. Il va tellement vite dans les passes, dans la rapidité, dans le premier pas. Le premier pas est incroyable. Et Kyrie Irving, qui sont 3 joueurs ultra rapides. Mais lui, il aime bien se regarder jouer, lui. Malheureusement, c'est ça, c'est que ce sont des joueurs qui n'ont pas spécialement un super shoot, mais qui Kyrie Irving meilleur que les deux autres. Meilleur que les deux autres, bien sûr. Mais ils sont ultra rapides et dynamiques, comme Russell Westbrook aussi. Et c'est ça, les nouveaux meneurs. On demande aux meneurs d'être ultra athlétiques. Concrètement, le jeu rapide. Alors pour terminer par rapport aux joueurs qui ne sont plus adaptés à ce modèle de jeu, on peut parler également de Kendrick Perkins. Oui, complètement. Kendrick Perkins qui a totalement coulé. Tous les big men comme ça. On ne lui demande pas, concrètement son rôle ne correspond plus à ce qu'on demande de jouer sur un terrain de basket. Quelqu'un comme Dampire, maintenant il ferait même pas carrière. C'est fini. Et même Pau-Gasol a un peu disparu avec le jeu rapide. Il a quand même, non, parce que c'est un très fort joueur, mais Pau-Gasol souffre un peu du jeu rapide parce que Pau-Gasol c'est pas quelqu'un qui aime faire des allers-retours. Tu as raison qu'il y a beaucoup d'intérieurs qui maintenant même sont sous-côté, qui il y a quelques années aurait été beaucoup meilleur. Moi je parle à Lorford, c'est un intérieur qui je pense il y a quelques années aurait été beaucoup meilleur que dans le basket actuel. C'est même bien que tu dis ça en parlant d'Alorford parce qu'en fait en termes de jeu lent, je me souviens d'une demi-finale de conférence Est, c'est les Hawks d'Atlanta qui affrontent le Magic d'Orlando, 4-0 pour le Magic en demi-finale de conférence Est 2010 et il se fait démonter par Dwight Howard. Il se fait démonter. Dwight Howard, c'était vraiment le prototype pour ce basket-là. Et la famille de Horford avait critiqué le front office des Hawks parce que Horford à la base n'est pas un 5. C'est un 4. Donc en effet, dans le style de jeu aujourd'hui, il est plus adapté. Obligé de jouer 5. Bien sûr. Il est obligé de jouer 5, mais c'est un 5 mobile. Donc il correspond à ce modèle de jeu en effet. D'ailleurs, maintenant avec Fila, c'est plus lui qui joue 5 et Embiid qui tourne autour. Moi, après, bon, c'est parce qu'aussi Embiid aime bien tourner, aime bien shooter à 3 points. C'est ça. Maintenant, il faut également mentionner que, on va dire, en fait, on va demander en effet plusieurs choses maintenant aux joueurs. On va leur demander de courir, on va leur demander de se replacer, on va leur demander d'être athlétique, on va leur demander de savoir shooter à 3 points. Aussi plus intelligent sur parce que le jeu rapide. Je suis pas d'accord. Développe ton idée, vas-y. Parce que pour moi, le jeu rapide, c'est beaucoup de. Déjà, offensivement, c'est beaucoup plus de pick and roll. Là, il y a de plus en plus de pick and roll. Et le pick and roll, ça crée des décalages et du coup, ça force une défense à être très coordonnée et une défense qui est pas très coordonnée, ça ne peut pas bien défendre. Et c'est pour ça que je pense que le jeu rapide. Rafik. Mais en difficulté une défense si elle est pas très bien coordonnée collectivement. Aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs qu'avant c'était plutôt du 1vs1 et qui compensent, des joueurs qui n'ont pas de Q-basket et qui compensent par cet athlétisme. C'est ça. Moi je pense à Russell Westbrook, l'ami de Damas, qui n'est pas mon ami non plus, mais je pense qu'à toutes les périodes il y a eu des joueurs qui manquaient de QI basket. Années 90, 80, là c'est des grands joueurs, c'est des Harden, des Westbrook, des leaders de la NBA. Westbrook est très critiqué aujourd'hui, il n'est pas considéré comme un grand joueur, un très fort joueur de NBA actuellement. Quand même, Rafik, s'il te plaît. Là, aujourd'hui, en décembre 2019, Russell Westbrook est plus moqué qu'encensé. Mais peu importe, si tu regardes dans l'ensemble de la carrière, c'est un très grand joueur de basket. Et en plus, là, et c'est normal. En plus, bon, c'est vrai. C'est la NBA, on est porté sur les chiffres. Il a fait 3 saisons de suite en termes de triple-double. Et le jeu rapide et ça lui correspond. Ça lui correspond. En effet, tu parles du jeu à 3 points, les rebonds longs. Oui. On a aussi laissé Westbrook prendre des rebonds. Oui. Donc, ça correspond aussi à ce modèle-là. Et moi, je vais suivre également la vidéo. D'accord avec toi, pour les années 90, ils sont pas forcément plus intelligents. Mais par contre, années 80, pour moi, il n'y a pas photo. C'est fin années 80, les joueurs sur le terrain. Mais années 90, on va leur demander des choses en termes notamment de coordination défensive qu'il n'y a pas aujourd'hui. Ouais, mais il y a beaucoup de têtes brûlées.
Oui, mais ça, c'est autre chose, en fait. C'est autre chose. La NBA ouvrait la porte également à ce type de modèle de personnes-là, parce que ça correspondait aussi à une image, et ça a touché beaucoup de personnes. Là, aujourd'hui, on a affaire à un public, comme au Parc des Princes, on a affaire à des personnes qui ne connaissent pas grand-chose au football, qui sont au parc, et qui se permettent de dire des choses comme au basket, c'est-à-dire c'est des gens qui connaissent rien. Et ils ouvrent leurs fesses, excusez-moi du terme, pour dire des conneries. Et c'est la même chose aujourd'hui en NBA. C'est sport. Voilà, il faut le dire. C'est-à-dire, aujourd'hui en NBA, même sur le terrain, Kobe Bryant a plusieurs fois critiqué cet aspect-là. On a affaire à des joueurs qui manquent d'intelligence de jeu. Oui. Et ce manque d'intelligence, c'est pas une question que basketballistique, c'est même aussi en termes humains. Pour moi, la seule équipe vraiment qui est depuis ces 3 dernières années qui a été intelligente sur le terrain, c'est les Warriors. Hein. C'est les seuls auxquels j'ai vu l'intelligence. Pourquoi on parle des Warriors? Parce que les Warriors, l'entraîneur. Regarde, Steve Kerr. Excuse-moi de te couper, Samuel. Steve Kerr a eu l'intelligence de conserver toutes les stratégies défensives de Mark Jackson à l'époque où il était aux Warriors. Dès qu'il est arrivé, Mark Jackson, système défensif, je le garde. Par contre, offensif, je vais changer. Et on a vu, Steve Kerr, qui sont ses papas spirituels? Phil Jackson, Popovich. Vous voulez quoi? Donc ne soyons pas étonnés qu'il y ait également ces titres. Donc certes, jeu rapide, mais concrètement, tous les effectifs NBA ne sont pas adaptés pour le jeu rapide. Oui, bien sûr. Maintenant, qui arrive maintenant à se démarquer pour trouver sa marque? Mais tout le monde veut copier. Pour rebondir à ce que disait Rafik pour Milwaukee, je suis d'accord. Mais par exemple, tu vois, quelqu'un comme Giannis, je trouve pas qu'il a un QI basket incroyable. Et pourtant, c'est une star. Au début, non. Et il commence à changer, mais je le trouve plus athlétique, je claque des dunks, je te saute dessus, je suis brutal, je trouve plus impressionnant dans la brutalité que dans le QI basket et dans la technique. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Ça a changé, mais il n'a pas shoot, par exemple, tu vois. Dès que tu le bloques à l'intérieur, Milwaukee. Les Raptors l'ont bien compris au final là, avec le mondial, avec la Grèce, il a été inexistant sur le jeu FIBA. Ouais, moi, je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas vraiment. Là, je pense que c'est pas vraiment que le QI basket. Je suis d'accord un peu avec toi. Il a pas un énorme QI basket, Giannis, mais il progresse beaucoup dans ce domaine. Mais c'est aussi le fait qu'il manque de shoot, le fait qu'on puisse facilement défendre sur lui, l'attendre à l'intérieur. Et aussi, par rapport au jeu rapide, pourquoi il y en a de plus en plus? Déjà parce que c'est divertissant, avec beaucoup de paniers, et aussi parce qu'il y a des records qui tombent tout le temps. Il y a l'émergence des triple-doubles. Maintenant, il y a des triple-doubles tous les soirs. Les gens et ça donne l'illusion que aujourd'hui les joueurs sont beaucoup plus forts qu'avant. Alors c'est juste qu'en fait il y a beaucoup plus de possessions aujourd'hui. Il y a en moyenne 30 à 40 tirs de plus qu'il y a 15-20 ans. Donc il y a potentiellement une dizaine de rebonds de plus, une dizaine d'assists de plus. Donc du coup il y a plus d'opportunités de faire un raison pour laquelle il faut encore une fois louer John Stockton d'être le meilleur passeur NBA avec des possessions extrêmement longues, contrairement à aujourd'hui. Totalement. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui font des matchs à 8-9 assists, alors que naturellement, ce ne sont pas des très grands passeurs. Giannis, qui n'est pas un très grand passeur, a fait plusieurs matchs à plus de 10 passes. Et il fait des progrès, ce monsieur. Il fait des progrès, mais bien sûr. Avec ce qui s'est passé cet été, avec la création de ces nouvelles équipes, comme Los Angeles par exemple, on est peut-être face à un retour en arrière, avec le retour des joueurs de grande taille, notamment aux Lakers. Deux grandes, comme les Twin Towers, de grande taille à l'intérieur. Mais est-ce que ça va rester? L'avenir nous le dira.